Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce tout nouvel épisode d'Objectif Cyber, votre rendez-vous positif et inspirant avec des acteurs majeurs de l'économie française qui viennent partager leurs expériences, leurs problématiques, leurs stratégies pour vous encourager à ouvrir de nouvelles portes grâce à la cybersécurité. Aujourd'hui, je reçois Paul Dominjon, directeur cybersécurité chez Microsoft. Et ensemble, nous allons parler, c'est incontournable aujourd'hui, d'intelligence artificielle. Et puis nous évoquerons, peut-être avec une pointe de nostalgie, les changements d'époque. Comment est-ce qu'on est passé de l'ère de la cyber à l'ère de l'IA ? Comment est-ce qu'on est passé du paradigme « comment je me protège » au paradigme de la résilience ? Voilà, donc si ces questions-là vous passionnent, eh bien vous êtes au bon endroit. Et ça se passe maintenant au studio 147 de Capgemini. Objectif Cyber, une émission présentée par Camille Marc-Duras. Bonjour Paul, bienvenue. Bonjour Camille. Alors, Microsoft, c'est un acteur multicasquette. Vous êtes fournisseur de solutions, fournisseur de cloud et aussi désormais acteur cyber. Comment est-ce qu'on en est venu à développer des solutions de cybersécurité chez Microsoft et comment finalement cette petite, et je mets des guillemets, histoire vient s'inscrire dans la grande histoire du numérique ? Alors tout d'abord, en tant que fournisseur de services cloud, en fait, on s'est attaché à déjà sécuriser les infrastructures cloud. Donc ça, c'est un travail que fait Microsoft qui permet de délivrer des services avec la sécurité, on dit by design, par défaut. Et ensuite, il reste en fait du côté des utilisateurs, des entreprises qui utilisent ces services cloud, à opérer aussi un certain nombre de contrôles de sécurité. Pour opérer ces contrôles, en fait, Microsoft met à disposition un certain nombre de solutions. Je citais trois domaines. La prévention des menaces, qui peuvent toucher les postes de travail, messagerie et autres. La protection des données et aussi la sécurité opérationnelle. Donc, c'est trois dimensions sur lesquelles Microsoft développe des solutions à destination des entreprises pour les aider à mieux se protéger, à mieux faire face aux menaces cyber éventuelles. Alors, on est passé d'un mode où on sécurisait en fait la transformation digitale des entreprises, le passage dans le cloud, à un moment où, avec la vague, j'allais dire, de l'IA générative, notamment l'arrivée de GPT-4, entre autres, on étend en fait ce concept de sécurisation par défaut du cloud à la sécurisation de l'IA générative. Donc, comment sécuriser les usages de l'IA générative quand ils arrivent dans l'entreprise ? Et donc, plusieurs éléments sur lesquels on s'attache, c'est la sécurisation des applications qui vont être créées et la sécurisation des services qui sont eux-mêmes à base d'IA générative. Et là, on va s'attacher surtout à protéger les modèles qui sont sous-jacents, les modèles d'IA, et aussi sécuriser les données qui vont être utilisées par ces applications, par ces différents services de l'IA. Avec en plus, effectivement, la question sous-jacente de comment est-ce qu'on a des usages qui sont responsables de cette IA, justement. Tout à fait. Donc, on parle effectivement d'IA responsable. La traduction entre responsible IA et IA responsable, on peut en discuter, mais l'idée, c'est d'avoir des principes, en fait, de base sur la conception des modèles, l'entraînement des modèles, les données qui servent à entraîner les modèles, qu'on soit transparent sur tout ce que l'on fait autour de ces modèles, et puis aussi comment est-ce qu'on teste la robustesse de ces modèles. On parle de red teaming aussi sur les modèles et sur les services d'IA. Donc c'est un champ qui est nouveau sur la partie cyber et qui est adapté à cette évolution liée à l'IA générative et aux modèles. Et justement, vous parliez des sujets de sécurisation de l'IA, et à l'inverse, on a aussi l'IA qui peut permettre de faire avancer la sécurité des produits, mais aussi des infrastructures. Alors oui, effectivement, l'IA générative au service des collaborateurs, au service des nouvelles applications, mais aussi au service des équipes cyber. Donc, j'entends par là plutôt les équipes sécurité opérationnelle, on peut imaginer, comment les aider à répondre plus rapidement à des attaques. On peut imaginer une meilleure détection aussi. On peut aussi envisager
des notions de reporting des incidents, ce qui s'est passé depuis la création du ticket, détection, jusqu'à la résolution de l'incident, de générer un rapport qu'on pourrait partager à la direction, que le RSSI pourrait partager dans l'entreprise en disant voilà ce qu'on a appris de cette situation de manière automatisée et très simple, sous forme d'un prompt en l'occurrence. Donc, on touche aussi des domaines comme la PSSI. D'aider à rédiger une PSSI, par exemple, c'est quelque chose on peut se faire assister, en fait, d'IA générative. Et puis aussi, on le voit au terme de nouvelles solutions. Donc, sans la nommer Copilot for Security, qui était une solution Microsoft, on va pouvoir donner des conseils de remédiation sur la base de Microsoft Defender, en l'occurrence. Et on va rajouter aussi ce qu'on appelle la threat intelligence, donc toute la base de connaissances en fait des menaces, qui va être accessible pour pouvoir comparer une situation qu'on est en train de vivre avec quelque chose qui ressemble à un type d'attaquant, par exemple, qui serait connu pour lancer telle technique d'attaque. Donc avec ces éléments-là, en utilisant la simplicité du langage naturel pour questionner en fait sous forme de prompt et d'avoir une réponse quasi immédiate, on pense pouvoir aider en fait les équipes opérationnelles à gagner en efficacité et à permettre aussi de partager à l'intérieur des équipes en fait les bonnes pratiques et d'arriver, quel que soit l'historique de je suis nouveau dans l'équipe ou j'ai 15 ans d'ancienneté, pouvoir partager en fait un certain nombre de bonnes pratiques qui permettent à chacun de pouvoir bénéficier du travail des autres et d'avoir une uniformisation un petit peu des méthodes et de recherche, d'investigation, voire de reporting. Donc on est vraiment sur des outils améliorés, augmentés grâce à l'IA au service du RSSI et de ses équipes, quoi. Alors oui, et l'IA générative, ça reste des assistants. C'est toujours, ouais. On aide en fait le collaborateur, on aide le RSSI, on aide le responsable du SOC de l'entreprise à être plus efficace. Donc c'est toujours lui qui prend la décision en fait. Et il est aidé, assisté par Copilot en l'occurrence. En l'occurrence. Et justement, on évoquait Copilot for Security. Je crois savoir effectivement que Microsoft s'ouvre désormais à des environnements qui sont non Microsoft. Par exemple, justement, Copilot for Security, aller chercher des données en s'appuyant sur Defender. Désormais, c'est plus le cas. On peut s'ouvrir à des environnements tiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait cette démarche et voilà nous partager un peu votre vision de pourquoi c'est important en matière de cyber de s'ouvrir justement, de permettre cette ouverture? Alors oui, effectivement, la notion d'écosystème est clé. On doit s'adapter aux environnements de nos clients. Donc c'est pas d'aujourd'hui. La notion de sécurisation du cloud, on l'a ouvert déjà un certain nombre d'années à d'autres fournisseurs de services cloud, de manière à avoir une vue d'ensemble en fait des risques sur les infrastructures. Et là, dans ce contexte d'écosystème autour de l'IA, on se doit d'intégrer les différentes solutions qu'une entreprise pourrait déjà avoir en termes de contrôle de sécurité et de permettre d'aller tirer les informations qui sont intéressantes pour arriver à répondre à une question ou une demande d'un analyste SOC, par exemple, quelle que soit l'origine de ces informations. Donc, elles viennent. Initialement, on a lancé la solution avec Defender, mais on peut imaginer aussi tout ce qui est partie identité avec Entra, d'autres services Microsoft, voire des services tiers ou d'autres solutions, d'autres ISV, d'autres éditeurs qui développent des solutions spécifiques de SIEM ou de contrôle de sécurité qui vont pouvoir développer en fait ce qu'on appelle des plugins dans le jargon, ce qui est connu de tous ceux qui s'intéressent à Copilot, on parle de plugin et qui va permettre de connecter en fait ces environnements et de donner une réponse qui va s'appuyer sur un ensemble de solutions. Et plus le nombre de solutions supportées est large, plus on va aller donner des informations intéressantes pour celui qui a posé la question. Et puis tout à l'heure, vous mentionniez la threat intelligence. Enfin, finalement, ça n'a de sens que l'intelligence cyber sur le comportement des attaquants, etc. Ça n'est efficace finalement que si on partage globalement, qu'on s'unit et qu'on se partage les informations pour être plus fort et pour se renforcer collectivement finalement. Ah oui, effectivement, c'était posé la question de cette partie threat intelligence. En fait,
À partir du moment où vous interrogez une solution à base d'IA générative et vous lui posez des questions, on a tout de suite en tête en disant mais d'où viennent les réponses. Donc il faut être transparent et il faut aussi s'appuyer sur des faits. Donc le fait d'intégrer justement, de faire appel à cette threat intelligence Microsoft permet d'illustrer les réponses données par l'IA, par la solution à base d'IA générative, un Copilot, en disant voilà, tel acteur, en nommant l'origine, en nommant les différentes actions qu'il a pu faire, utilise telle technique, donc attention, peut-être que cet acteur-là vous a déjà ciblé il y a 3 mois, il y a 6 mois. Donc on peut pivoter comme ça sur la solution en se disant voilà, je suis intéressé sur ce qui est en train de m'arriver maintenant, mais aussi je peux revenir en arrière en disant bah, tiens, maintenant que je sais que c'est un acteur de tel pays qui vise tel type d'intérêt, je peux me poser la question, est-ce que le même acteur n'a pas essayé il y a 3 mois, il y a 6 mois de faire quelque chose? Et là, peut-être que ça serait passé sous le radar en fait des outils, parce qu'on ne s'attachait pas trop à ce qui se passe. Maintenant qu'on sait qui est en train de nous cibler, là, on se dit, peut-être il y a un sujet, et donc on remet ça un peu au-dessus de la pile, et on va investiguer, on va rechercher. Donc, vous voyez, là, on est toujours dans ce système d'assistants, et plus on a de contexte, plus on a de faits qui nous aident, plus on est pertinent dans la démarche. Justement, je pense que le moment est tout indiqué pour lancer notre chronique Cyber for Good. Vous évoquiez cette idée de coopération nécessaire entre les acteurs cyber finalement de l'écosystème et cette démarche-là, c'est vraiment le fondement de l'initiative Campus Cyber, dont en l'occurrence Capgemini est membre fondateur. Et cet objectif du Campus Cyber, c'est vraiment de gagner en performance, d'augmenter cette efficacité collective dans la prévention, dans le traitement des menaces, dans la connaissance des attaquants et de leur mode opératoire. Mais en toile de fond, si on dézoome encore, on a cette idée que on est là pour permettre une transformation numérique de confiance, d'œuvrer pour que les individus, les organisations, les entreprises, même les plus vulnérables, puissent bénéficier pleinement et sereinement des technologies et des innovations du numérique. Et cette vision de ce que tous les professionnels de la filière peuvent apporter à la société, c'est ce qu'on appelle donc Cyber for Good. Donc, vous, Paul, qu'est-ce que cette notion de Cyber for Good vous évoque? Alors, tout d'abord, Microsoft est aussi membre du campus cyber, donc on nous arrive de croiser Capgemini dans les locaux. Nos voisins au campus. Voilà. Et donc, Cyber for Good, pour moi, ça évoque d'abord la notion d'écosystème. Et Microsoft s'est lancé, en fait, il y a quelques années, dans la création d'écoles IA. On a commencé par créer des écoles IA, comment former, en fait, plus de monde au concept de l'intelligence artificielle. Et tout naturellement, en fait, on a, avec le manque de ressources, le manque de talent pour que nos clients nous révélaient en disant tiens, j'ai du mal à recruter tel ou tel profil, on s'est dit on va se lancer aussi dans la création d'écoles cyber. Donc l'école cyber, l'initiative porte sur plusieurs choses. La première, c'est des écoles cyber en partenariat avec Simplon, qui permet de lancer des écoles inclusives, donc il n'y a pas de barrière à l'entrée, ça de qualification, et ensuite on passe en formation et on rentre en alternance dans une entreprise, et aussi d'équiper les écoles d'ingénieurs cyber existantes, qui sont présentes au campus cyber notamment, avec des formations de sécurisation des environnements Microsoft, sécuriser Windows, sécuriser l'identité Active Directory, par exemple. Donc, ce sont des formations qu'on a développées et qu'on met à disposition des écoles d'ingénieurs cyber pour faire en sorte que les étudiants qui sortent de leur cursus trouvent et mettent en application dans leur premier job, en fait, quelque chose qu'ils ont appris juste avant. Donc ça, c'est un engagement d'écosystème. Il y a une autre initiative qui me vient à l'idée, c'est la féminisation en fait de la cyber. Si on se rend compte dans les différentes conférences cyber où on peut aller, on est entre 10 et 11% il y a un vrai enjeu, de femmes. Donc là, il y a vraiment un challenge et il faut être intentionnel. Il faut être intentionnel dans les recrutements. Faut permettre, à mon avis, aux femmes d'accéder à des jobs qui leur sont peut-être interdits parce qu'il y a une barrière à l'entrée de X années d'expérience dans la cyber. Si on n'a pas cette expérience, du coup, on ne peut pas postuler à certains jobs. Donc, l'idée, dans cette initiative, c'était déjà de nos collaborateurs à Microsoft, qui ne sont pas forcément avec un background cyber, leur donner la possibilité de faire des formations, d'aller jusqu'à être certifiés. On parle de CISSP aussi, donc certification assez avancée, et
grande surprise, des gens qui n'étaient pas vraiment dans le monde de la cyber arrivent à passer dans un temps sur 6 mois ces certifications et qui leur permettent derrière d'accéder à des jobs techniques, commerciaux, chefs de produits et autres. Voilà. Donc ça, c'est une initiative interne, mais qu'on pousse aussi au travers de nos partenaires et qui intéresse aussi nos clients qui veulent aussi renforcer la féminisation de leurs équipes cyber. Voilà deux, trois éléments. Et puis, bien sûr, un troisième qui me vient à l'esprit, sensibilisation. C'est-à-dire que c'est bien de faire des écoles, c'est bien d'équiper les étudiants, mais il faut aussi penser à comment est-ce qu'on fait rentrer les jeunes dans ces écoles. Donc, du coup, on est allé un petit peu plus loin au niveau des étudiants et des lycéens, voire même des collèges, en proposant, notamment, on l'a fait récemment à l'Académie de Versailles, d'aller dans les lycées et de sensibiliser les jeunes. Alors, c'est quelque chose, c'est complètement indépendant de produits, on ne parle pas de nom de produit, on est vraiment sur des concepts de base. Et ce qui est intéressant, c'est que ça crée des vocations, on a beaucoup de questions, beaucoup d'interactions. Sur ce sujet de la sensibilisation des jeunes et notamment des lycéens, est-ce que dans ces sessions de sensibilisation, vous remarquez qu'ils ont vraiment, est-ce qu'ils ont conscience des dangers associés au numérique et puis en particulier du coup à l'IA? Alors, ils sont effectivement, quand j'ai en tête, j'étais dans un lycée pas très loin d'ici, et je pose la question, il y a un petit amphi, il y avait 130 élèves première terminale, donc je leur pose la question sur leur utilisation des smartphones, voilà, les applications, réseaux sociaux, et puis quand on leur parle d'IA, je dis, tiens, qui a utilisé ChatGPT depuis moins de 3 semaines? Donc là, tout le monde lève la main. Et puis, je répète ma question en disant « depuis moins d'1 heure ». Donc là, tout le monde observe les professeurs qui sont dans le fond de la salle en se disant « Oula, est-ce que je garde la main levée ou pas ?» Mais on s'aperçoit que finalement, c'est un phénomène de société. Et donc, du coup, ils sont tous en train d'utiliser, sous une forme ou sous une autre, en fait, les outils, les technos, les services qui sont à disposition, si ça les aide dans leur apprentissage ou les aide à faire un certain nombre de choses. Donc, du coup, ils ont intégré de manière très rapide, à mon avis, ces nouvelles technologies, ces nouvelles solutions dans leur quotidien. Donc, j'imagine ces étudiants-là, ces élèves-là qui vont venir et intégrer les entreprises dans quelques années, ils vont arriver avec des usages qu'ils ont à titre personnel. Il va falloir transposer ça dans le monde de l'entreprise. Donc, du coup, ils vont être demandeurs, et on le voit déjà sur les jeunes générations, qui rentrent dans les entreprises d'aujourd'hui, ils arrivent avec tiens, est-ce que vous avez tel outil, voilà. Donc voilà, il y a un appétit, en tout cas il y a une demande d'utiliser les dernières technologies pour simplifier son job, pour faire mieux plus rapidement. Voilà, la question est posée en tout cas par cette jeune génération. Bon, il y a aussi un changement de paradigme dans la manière dont les organisations se positionnent en matière de cyber. Est-ce que vous, dans votre rôle, c'est quelque chose que vous avez constaté? Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est à signaler depuis 2-3 ans. Là. On était avec l'arrivée du cloud, finalement, on transposait un petit peu ce qu'on faisait déjà de manière traditionnelle sur des environnements un peu différents. Donc là, il y a une responsabilité du cloud provider, une responsabilité de l'entreprise, mais plus ou moins, on parle toujours de réseau, de poste de travail, de messagerie, d'applications, de bases de données et autres. Ce qui change avec l'arrivée de l'IA générative notamment, c'est la fréquence du changement, l'évolution des solutions. Ce qui était vrai il y a 6 mois est plus vrai aujourd'hui. Donc, les solutions dans 3 mois auront encore évolué. Donc, le challenge pour les équipes, si je me mets à la place des équipes sécurité, c'est de s'adapter à ces changements. Parce que telle division métier qui a choisi telle application pour ses utilisateurs, pour son business, il va falloir s'adapter pour l'accompagner, pour faire en sorte de sécuriser ces nouveaux usages, de comprendre les impacts, quel modèle est utilisé, est-ce que c'est un risque ou pas, où sont les données, voilà. Toutes ces questions posées dans un domaine où ça évolue en permanence, où la capacité des modèles, la performance des modèles évolue tous les mois. C'est la vitesse du changement et la nécessité d'adaptation permanente en fait des équipes cyber. Ça, je vois ça vraiment comme un challenge qu'on avait un peu moins il y a quelques années et qui est révélé par la vitesse à laquelle les choses vont sur l'IA générative. C'est ça, et la rapidité de l'évolution des menaces, des technos, etc. Ça implique finalement que sur le temps long, on ait changé finalement de paradigme et qu'on soit passé sur ce mode de résilience. S'il arrive quelque chose, mon data center est tombé, voilà, comment est-ce que je fais pour redémarrer? Donc on était dans les plans de continuité d'activité.
Maintenant, on parle de cyber-résilience. Donc, comment est-ce que je peux me protéger? Comment est-ce que je peux prévenir les risques? Oui, je peux jusqu'à un certain point, mais si quand même je suis touché, comment est-ce que je fais pour continuer à travailler, que mes clients puissent continuer à travailler, éditer mes factures, sortir mes feuilles de paye et puis continuer mon business. Donc, on parle de cyber-résilience. Comment faire en sorte que, quoi qu'il arrive, je puisse continuer à travailler. Merci Paul, alors c'est super intéressant. J'ai très envie de poursuivre la conversation, mais on va devoir bientôt s'arrêter. Mais avant de conclure, je vais vous demander un conseil pratique. Donc on le sait, hein, la cybersécurité d'une organisation, elle passe par des process, des technos, par un sponsorship au plus haut niveau, mais aussi et surtout finalement elle passe par l'humain. Donc pour vous, quelle est la bonne pratique la plus importante à mettre en œuvre au quotidien pour assurer une sécurité numérique optimale dans l'entreprise, mais aussi finalement dans sa vie privée, hein? C'est une bonne question. On parle d'un ensemble de bonnes pratiques. C'est de protéger son identité. On le voit tous à titre personnel. Quand vous faites une transaction bancaire, voilà, vous activez l'authentification forte. D'accord ? Dans l'entreprise, c'est pareil. L'entreprise, on accède à des données de clients, données de personnel. Il faut aussi appliquer les mêmes méthodes d'authentification forte pour s'assurer que la personne qui se connecte à telle ou telle application, telle ou telle donnée, en fait, est bien celle qui prétend être et pas une autre. Donc, du coup, protection des identités, ça me paraît vraiment le fondamental. Et on va au-delà du mot de passe. Hein. On parle en anglais de passwordless, la fin du mot de passe. Comment simplifier aussi la tâche de l'utilisateur. Faut sécuriser les identités tout en simplifiant les usages. Au-delà du collaborateur, on parle aussi d'identité des sous-traitants, des partenaires. On parle d'entreprise intégrée, donc s'assurer de l'identité de l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir accéder au système d'information. Merci beaucoup, Paul, pour ces conseils et puis pour cette discussion très enrichissante. Et puis, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Objectif Cyber. Merci également à vous tous qui nous écoutez. Si, comme moi, vous avez trouvé cet échange tout à fait passionnant, n'hésitez pas à nous accorder quelques étoiles, quelques cœurs ou quelques pouces sur vos plateformes d'écoute préférées. Et n'hésitez pas surtout à repartager cet épisode sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner pour être les premiers prévenus de la sortie de nos nouveaux épisodes. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Objectif Cyber.